Bonjour et bienvenue dans le chapitre 2, la cellule, une structure complexe. Première partie, découverte et observation des cellules. Au collège, vous avez peut-être découvert que les organismes sont constitués d'une ou de plusieurs cellules. Les cellules sont délimitées par une membrane plasmique qui contient un cytoplasme, mais également un noyau. En seconde, vous avez vu que les cellules contiennent l'information génétique sous la forme d'ADN contenu dans le noyau. Le cytoplasme contient également des organites, c'est-à-dire des structures intracellulaires différenciées qui remplissent des fonctions spécifiques. C'est le cas de la mitochondrie, qui produit l'énergie nécessaire au fonctionnement de la cellule. Cependant, il existe d'autres organites. Ils sont nombreux et organisés dans la cellule. Première question, comment les cellules ont-elles été découvertes ? Votre première approche de l'étude des cellules en SVT a certainement été une observation au microscope optique. En fait, c'est l'invention du microscope qui a permis la découverte de la cellule. La mise au point du premier microscope fonctionnel serait attribuée à Zacharias Janssen au début du XVIIe siècle. Grâce à un jeu de lentilles, il est possible d'obtenir une image agrandie d'un objet. Cependant, les premières observations du monde microscopique sont plutôt attribuées à Robert Hooke, qui aurait apporté des améliorations au microscope de l'époque, notamment l'utilisation d'un condenseur qui permet de concentrer un faisceau de lumière large. Dans son livre Micrographia, publié en 1665, Hooke décrit les cellules dans une coupe de liège. Il décrit son observation comme un ensemble de cavités séparées du reste par une sorte d'enveloppe rigide qu'il compare aux alvéoles construites par les abeilles. Il nomme ces cavités cellules. Cependant, on sait aujourd'hui que le liège est essentiellement constitué de cellules mortes. Il n'a donc pas observé de cellules vivantes. C'est en 1674 que le scientifique Anthony van Leeuwenhoek améliore les techniques d'observation au microscope et réalise de nombreuses observations microscopiques dont les micro-organismes et des globules rouges. À partir de cet instant, de nombreux scientifiques observent de nombreux organismes vivants. En 1837, Matthias Jacob Schleiden propose que les végétaux soient constitués de cellules. Il propose également que les cellules végétales contiennent un noyau. En 1838, Theodor Schwann publie un ouvrage démontrant que les organismes vivants sont constitués de cellules. C'est le premier grand principe de la théorie cellulaire. Alors, qu'est-ce que la théorie cellulaire ? La théorie cellulaire est une théorie, c'est-à-dire que c'est un ensemble de principes argumentés, soutenus par des faits ou des données vérifiables, qui propose d'expliquer que tous les êtres vivants sont constitués de cellules. Il repose sur trois grands principes dont les deux premiers ont été proposés par Schleiden et Schwann. Tous les êtres vivants sont constitués d'une ou de plusieurs cellules. Les cellules sont l'unité structurale et fonctionnelle du vivant. Cette dernière phrase signifie que les cellules sont les briques élémentaires constituant les organismes vivants, c'est-à-dire la structure qui constitue les organismes vivants et qui leur permet le fonctionnement et la vie. Le dernier principe est le suivant, chaque cellule est le résultat de la division de cellules préexistantes. Ce dernier principe est publié par Rudolf Virchow en 1858. En réalité, il a été mis en évidence un peu plus tôt par Robert Emack à partir de cellules d'embryons, démontrant que toutes les cellules constituant un organisme sont produites à partir de la cellule œuf par division cellulaire, ici en vidéo. Elle s'oppose au principe de génération spontanée, largement répandu à l'époque, pour laquelle les individus peuvent apparaître à partir de l'organisation de la matière inanimée, c'est-à-dire indépendamment de tout autre organisme vivant. Parfois, d'autres principes supplémentaires sont associés à la théorie cellulaire, dont une que vous connaissez déjà. Les cellules contiennent l'information héréditaire sous la forme d'ADN. Au final, on comprend que la théorie cellulaire est le résultat d'une construction au cours du temps impliquant de nombreux scientifiques et diverses découvertes. Alors, comment la science étudie-t-elle les cellules aujourd'hui ?
Nous avons vu que le microscope optique permettait l'observation d'objets de l'ordre du micromètre grâce à un jeu de lentilles qui dévie les rayons lumineux. Le pouvoir de résolution d'un microscope optique est de 200 nanomètres, c'est-à-dire qu'en dessous de cette distance, deux points ne semblent plus distincts l'un de l'autre. En d'autres termes, tout objet de moins de 200 nanomètres sera invisible au microscope optique. En termes de comparaison, le pouvoir de résolution de l'œil nu est de l'ordre de 0,1 mm, soit 100 micromètres ou encore 100 000 nanomètres. Souvent, pour améliorer l'observation d'éléments cellulaires, il est possible de réaliser des colorations d'échantillons. Ces colorations peuvent être plus ou moins spécifiques, mettant en évidence différentes structures. Par exemple, ici, l'ADN contenu dans les chromosomes. Vous avez peut-être déjà vu en biologie ce type d'image, où les structures apparaissent en 3D. Elles sont produites grâce à un microscope électronique à balayage. Comme son nom l'indique, cette technique met en jeu des électrons, ou plus précisément un faisceau d'électrons qui balaie l'échantillon, comme observé sur cette vidéo. Une préparation spécifique de l'échantillon doit être réalisée avant observation et permet d'obtenir une image en relief. On parle en fait de contraste topographique. Son pouvoir de résolution est de l'ordre de 5 nanomètres pour les appareils les plus puissants, soit 40 fois le pouvoir de résolution du microscope optique. L'observation d'objets plus petits comme des organites ou des bactéries nécessite l'utilisation de microscopes électroniques à transmission. Dans ce type de microscope, un faisceau d'électrons traverse l'échantillon dans le vide. L'échantillon apparaît en noir et blanc selon sa composition, avec des régions plus ou moins denses aux électrons et donc plus ou moins sombres. Parfois, les images sont colorisées. Dans ce cas, ce sont de fausses couleurs ajoutées après analyse de l'image obtenue. Son pouvoir de résolution est aux alentours du nanomètre. Il permet d'observer l'ultrastructure d'une cellule, c'est-à-dire les structures à l'intérieur de la cellule, comme par exemple la mitochondrie ou le noyau. Grâce à cette méthode, il est possible de faire le lien entre le monde cellulaire et le monde moléculaire, car il met en évidence l'organisation de grandes molécules dans la cellule. En conclusion, nous avons vu que la découverte du principe selon lequel les êtres vivants sont constitués de cellules est liée à l'invention et au développement des techniques autour de la microscopie. C'est l'accumulation des observations qui a conduit à énoncer le concept général de cellule et à construire la théorie cellulaire. Les avancées technologiques ont permis l'invention du microscope électronique, améliorant ainsi l'exploration à l'intérieur de la cellule et donc l'amélioration de la compréhension du lien entre échelle moléculaire et échelle cellulaire. Aussi, nous avons vu que la cellule, de par son ultrastructure, est à la fois un objet complexe, mais également un objet organisé. Pour finir, n'oubliez pas le quiz qui correspond à cette vidéo. Pour aller plus loin, vous trouverez un lien vers une vidéo incroyable du monde cellulaire. À bientôt!